Ne tombe pas, Romier. Il est parti là Oui. Oui. Ok, très bien. Tu es sûr, hein? Mais je vois que quand tu parles, tu vois, ça bouge. Ok. Ça bouge derrière. Oui, je vois le temps qui défile. Ok, donc c'est bon. Alors, je suis partie. Ben voilà, rebonjour et re-bienvenue rebonjour et re-bienvenue dans notre petit trip Road to Value, toujours au sein du Lab d'Havana, et maintenant on est à Liège et on a la chance de rencontrer Djaba, qui est un artiste qui expose en ce moment. Alors Djaba, merci d'abord de venir participer à notre aventure un petit peu en tant qu'artiste, mais aussi forcément un peu en tant qu'entrepreneur. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'abord ce que tu fais, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Donc, voilà, donc qui je suis, ce que je fais. Donc, donc je suis un artiste d'origine colombienne. J'arrive à Belgique quand j'avais 14 ans. J'ai suivi des études en illustration bande dessinée. Et puis j'ai voué ma vie à faire du graffiti, à voyager partout principalement l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Puis j'ai voyagé en Asie il y a de ça 7 ans pour aller travailler chez Lucasfilm Animation, pour faire du concept et pour faire du matte painting pour les films, les grosses productions Hollywood. Et puis j'étais enseignant 3 ans à Singapour, et là cette année, donc au début 2013, j'ai décidé de partir aux États-Unis pour faire une bande dessinée, donc faire finalement un projet personnel. Et donc j'ai voilà, donc c'est d'abord de bande dessinée traditionnelle, mais aussi faire un support pour iPad, une lecture iPad avec les sons, les voix, faire de la musique et des petites animations. Et à terme, j'aimerais faire soit de l'animation, soit je développe aussi des projets jeux vidéo à Los Angeles. Et donc, je suis vraiment en mouvement. Je pense pas avoir encore achevé quoi que ce soit, donc je suis vraiment en mouvement. Mais j'entends bien aussi dans ce que tu dis, tu as parlé de matte painting, tu as parlé voilà, d'animation, tu parles de 3D. On entend quand même que la dimension technologique est importante, donc est-ce que tu as une relation aux outils qui est fluide, ou bien ça pose pour toi des difficultés à un certain niveau Non, disons que j'ai la chance d'être en partenaire avec des très bons amis qui sont eux vraiment calés dedans. Moi, je sais me servir de certains outils, mais je suis vraiment nul comparé à eux. Je suis vraiment, vraiment nul, mais je suis par contre très bien au courant de ce qui se passe technologiquement, et je comprends pas vraiment grand-chose, vraiment profondément dans la fabrication digitale, tu veux dire dans la technologie elle-même, quoi. Je pense, je n'ai pas ce savoir-là. Ça veut dire que je crois que tu crées manuellement quand même au Disons, départ, je sais me servir des outils, mais il y a des gens qui peuvent faire en sorte d'optimiser les outils. Tout à fait. Et de faire en sorte de résoudre des problèmes juste par la logique. Et moi, je n'ai pas cette logique-là. Moi, c'est plutôt une logique je peux visualiser artistiquement un projet ou englober une direction artistique, mais quand on parle de technologie pure, je suis un peu largué. En fait, oui, c'est par rapport à ce qu'il dit quand tu dis qu'il est nul, quand tu dis que tu es nul. En fait, il y a quelque chose d'important que j'ai vu dans ta vidéo de lancement du crowdfunding. Vous arrivez dans une salle, on vous pose une question de gestion ou des trucs comme ça. Vous faites les idiots. Oui. Donc, on ne comprend pas ce langage-là, on ne connaît pas, et vous déléguez. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement pour moi négatif dans ce que tu es en train de dire. C'est le fait de mettre peut-être chacun à sa place. Non, je pense qu'en fait, moi je pense qu'il est super important de connaître ses limites et de savoir ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses que je sais qu'il y a des gens qui sont, même dans le dessin, ils sont beaucoup plus forts que moi, même dans plein de trucs. Peut-être des gens pourraient me dire, mais non, tu sais faire ça bien. Et je sais, mais oui, mais il y a des gens qui le font mieux que moi et plus rapidement, etc. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a certains aspects qui peuvent être mieux faits par d'autres personnes. Oui. Et pareil pour la production, il y a des gens qui ont c'est inné pour eux et puis ils sont plus concentrés là-dedans. Et il faut juste arriver à un moment donné à faire confiance ou à déléguer ou à prendre des petits risques, quoi. Tu joues sur tes points forts, quoi.
Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de trucs que je sais faire, il y a plein de trucs que je dis que je pourrais faire aussi. Ouais. Et il y a certes, pour arriver au résultat voulu, peut-être que d'autres personnes pourraient le faire plus vite et mieux que moi. Même, peut-être que oui, je pourrais le faire, mais peut-être que je vais dépenser de l'énergie inutilement. En fait, c'est déjà une recherche d'efficacité, je trouve, de pouvoir prendre ce point de vue, parce que du coup, tu vas pas non plus passer de l'énergie, essayer d'apprendre un truc dans lequel tu seras peut-être pas aussi performant et qui serait sans doute beaucoup mieux réalisé plus vite, dans un délai qui te conviendrait mieux en termes de synthèse, quoi, et de production. Par exemple, moi, dans ce que j'aimerais vraiment bien faire à terme, j'aimerais bien pouvoir diriger. Mais pour diriger, il faut un peu connaître un peu toutes les facettes. Donc, il n'y a pas de... Et j'essaie de m'intéresser à tout, vraiment à tout. Chaque fois, je suis curieux pour tout. Mais je sais qu'il y a des choses... Oui, mais tu es un intégrateur. Oui, j'essaie d'englober, j'aime bien comme le principe de puzzle. Toi, tu as des pièces, c'est de les mettre ensemble, puis ça fait une image. Je pense que c'est un peu ça. Question d'avoir une vision. Ouais, une vision d'ensemble. Je pense que c'est ça. J'ai assez facile à me retrouver dans l'espace, en général. Sur un très bon sens de l'orientation. Je ne sais pas si ça aide beaucoup, mais je m'y retrouve. Et je pense que c'est ça. C'est un truc qui me permet d'avancer. Et de la beauté aussi, le sens de la gestion de l'espace, du temps, de la beauté. Enfin, il y a une autre vidéo que j'ai regardée. La beauté, où tu mets une équipe en pleine action, mais tu dis aussi aux gens ça va prendre autant de temps. Enfin. Oui, parce que je sais le temps que ça prend vu que je l'ai fait. Et donc je sais plus ou moins calculer les moyens ou les gens qui font pour faire tel ou tel projet. Est-ce que toi, tu te sers au niveau de ta gestion de projet d'outils informatiques ou bien est-ce que tu fais ça d'une toute autre façon d'avoir cette vision globale? Comment est-ce que tu fais pour t'aider à avoir vraiment ce suivi, cette vision, les compétences, les agencements que tu vas faire? Moi, je pense que je ne suis pas encore à un niveau où je peux dire que j'ai achevé quelque chose du tout. Je pense que je suis en plein chemin et je pense qu'il y a plein de personnages qui font qu'un projet arrive à son terme ou à aboutir. Et je ne revendique pas de leadership du tout, en fait. À chaque fois, j'ai l'impression que les gens qui font des trucs qui, moi, m'épatent, pour moi, ils sont leaders et je les suis. Mais peut-être que dans d'autres aspects, ils vont voir en moi un leader dans autre chose, etc. Mais je pense pas que j'ai la science infuse du tout. J'essaie juste d'être à l'écoute des gens qui m'entourent, en fait. Et sur ce cheminement, qu'est-ce qui te pousse ou qu'est-ce qui te tire? C'est vraiment... Je pense que avant tout, c'est l'amitié. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Dire, tu peux pas faire ça avec n'importe qui. Tu dois aussi apprendre à découvrir les gens. Mais je pense que le cœur même doit être solide, doit être fort, plus par rapport à la confiance et amitié. Je pense que c'est vraiment des trucs basiques, fondamentaux. Si tu as des doutes envers quelqu'un, tu peux être certain que ça va être réciproque. Tandis que si toi, tu n'as aucun doute envers la personne, automatiquement, tu vas générer une espèce de confiance envers lui. C'est l'interaction avec ta communauté qui te fait avancer? Moi, je pense que ça, c'est... moi, c'est des valeurs, on va dire, entre guillemets, street que j'ai appris en faisant du graffiti, en voyageant partout. Parce qu'on a certains codes, etc., qu'on a dû respecter, établir. On a une certaine notion de respect, d'humilité qu'on doit toujours garder. Et ça forme une espèce de base qui est totalement inédite par rapport à la logique de l'entrepreneur, on va dire. Mais pour moi, c'est super important. Et c'est surtout de voir des projets qui pour beaucoup peuvent paraître casse-gueule ou fou, impossible. Moi, on y va. On n'a pas, j'ai pas une notion de peur, de risque ou quoi. Et on a toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. C'est inévitable, peu importe mon projet. Je pense que le fait que tu aies des problèmes dans tes projets veut tout simplement dire que tu es en mouvement et que tout va bien. Si tout va bien, et puis après tu prends vraiment des trucs... non, le truc il doit être vivant. La vie est faite d'imprévus. De rebondissements. Tu parles de règles street, donc les graffeurs, les graffitis ont des règles?
Oui, oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Je pense qu'il y a c'est tout bête et je pense que ces règles aussi évoluent avec le temps. Que la façon dont nous on pense est totalement différente à la façon dont les jeunes d'enfants pensent maintenant. Est-ce qu'il y a un côté transgressif? Tu veux dire quoi par là? Ben, les taggers, ce sont des gens qui transgressent la loi en Ouais. affichant des opinions. Ça, Je pense c'est que une vision. non, je pense que ça correspond à un âge, mais ça reste toujours présent. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné où effectivement oui, on s'en fout complètement de tout ce qui t'entoure. Et on pense qu'aux gens qui font partie de ton milieu. Par exemple, je vais penser qu'à faire le graffiti ou à faire mon Ah oui, action mais par rapport aux gens qui m'entourent. c'est pas tellement comme ça que je le voyais, mais l'idée d'aller dépasser la frontière. Oui, oui, je pense. Ben, Et ça, tu le gardes toute ta vie, en fait. C'est ça ouais, je qui pense que c'est qui ça que t'a je veux fait dire. Je pense que c'est cheminer. un truc on a un côté un peu. Déjà, le truc d'aller faire de la nuit, tout ça, quand t'as même 22, 23, 24, 25 ans, c'est un truc super enfantin quand tu réfléchis. Donc on garde toujours ce petit côté ado en nous, quoi. Et qu'on garde tout au long de la vie sans en être gêné ou avoir besoin de le dissimuler ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense qu'en général, quand on rencontre des gens plus âgés ou intelligents, ils reconnaissent là plutôt du génie que de la bêtise, en Ouais. général. Alors tu parlais des difficultés qui sont aussi le piment des aspects vivants en fait du projet. Est-ce que tu peux témoigner de quelque chose qui t'est arrivé, question piment, qui serait Non, mais c'est... la chose qui t'a le plus marqué ou qui a requis peut-être le plus d'énergie au niveau gestion personnelle? Est-ce que tu as quelque chose qui était vraiment marquant pour toi là-dedans? Hmm, non, il y a il y a des moments où des comportements de certaines personnes peuvent te faire prendre des choix assez radicaux et qui après ben, découlent dans d'autres sortes. Par exemple, moi j'ai quitté Lucasfilm Animation parce que mon producteur, donc c'est un nouveau producteur, m'a comparé à un bureau. Un bureau. Ouais, il a dit que, enfin, moi je lui demandais, tout ça, je lui demandais juste d'avoir un jour de congé pendant les périodes creuses entre deux films, il n'y a rien à faire ici. Spécialement parce qu'on était à Singapour un lundi, bon, les dimanches à San Francisco. Donc je disais pendant qu'il y a période où on ne bosse pas pour le film, est-ce que je peux avoir un jour de congé, ça je peux faire mes trucs personnels, tu coupes mon salaire, etc. Et sa réponse était on ne peut pas se permettre d'avoir un ordinateur qui ne travaille pas pendant un jour. Et je dis bah écoute, Quelle comparaison difficile alors là. moi je dis bah, ça fait 3 ans que je bosse ici, que je fais des heures sup samedi, dimanche, et je travaille jusqu'à minuit, je ne me suis jamais plaint. Je suis toujours là pour un deliver. Bon, je pense pas être juste un bureau. Alors j'ai été directement voir HR, Human Resource, et j'ai remis ma démission, donc sur le coup. Mais je pense que moi c'est un truc super. Enfin, quand je prends la décision, je ne dis pas, je pense pas aux conséquences. Je pense que c'est juste que ça devait arriver à Ça ce te moment-là. convient pas. D'accord. Ouais. Ouais. Ensuite, j'ai eu la chance je voulais de toute façon rester à Singapour. Je lui ai dit, ben, je vais partager ce que j'ai appris. Je vais aller vers l'enseignement. Et dans l'enseignement, au contraire, ben, j'ai eu une espèce de retour humain que j'aurais jamais pu imaginer dans ma vie. Par exemple, les étudiants, sentir la valeur humaine que tu peux apporter, c'est un truc de fou. Et j'avais aucune idée. Mais pareil, donc là pour l'école, donc c'est 3 ans dans l'enseignement, j'adore, mais personnellement, moi je me retrouve avec une petite lacune personnelle, je me dis, ah, je ferais bien encore des petits trucs personnels. Ouais. Et Le en même défi, temps, le challenge et en pour même toi. temps, pour pouvoir aussi montrer aux jeunes, je pense que mes étudiants, la meilleure façon de leur montrer, c'est d'aller viens, on y va, je fais Ouais, un truc. on va le faire, ouais. Et puis voilà, donc Mais finalement, dans ce que tu expliques, on entend bien que voilà, il y a eu des difficultés. Concrètement, ça n'a pas dû être super facile non plus, mais ça a généré des décisions qui ont débouché sur finalement il y a toujours de des très raisons. belles opportunités de grandir aussi, de retrouver des dimensions différentes que tu avais peut-être abandonnées, comme tu dis, la dimension humaine qui est réapparue tout à coup par cette décision, quoi. Et là, par exemple, là pour le moment, ça fait 2 mois presque que je suis en Belgique parce que j'ai eu des difficultés avec le visa aux États-Unis, indirectement. Et donc, je dois faire tout un processus de faire des papiers, de machin, pour avoir un
visa d'artiste. Et donc je me retrouve ici en Belgique et je me retrouve en fait de nouveau face à une réalité que j'avais presque oubliée. Après avoir passé 6 ans à Singapour, une espèce de modèle, enfin, un truc un peu utopique, illusoire. Ça reste un modèle même pour plein de villes, plein de pays. Tu vois Singapour comme un truc qu'on pourrait attendre. De revoir la réalité ici, d'être confronté avec la réalité quotidienne de tous mes amis ici, ça me pousse à fond dans la réflexion et ça me dit, finalement, l'histoire de visa, c'est juste moi me retrouver ici et de faire un peu un état des lieux, Un état des lieux, c'est ça. par rapport à ma vie, de me rendre compte Un retour sur les expériences. et de me rendre compte aussi de l'opportunité que j'ai aux États-Unis, si j'arrive à m'installer là-bas, de prendre toutes mes chances pour moi, quoi. Alors c'est le projet, si je comprends bien, les États-Unis, c'est le projet que tu souhaites concrétiser à cette étape-ci? Je pense que les États-Unis restent culturellement le pays le plus influent au monde. Donc, c'est-à-dire que même si on n'aime pas ce qu'ils font, je ne suis pas fan de ce qu'ils font, on va dire, en cinéma, en politique extérieure, etc., etc. Ça reste quand même un pays qui a une culture de... Enfin, moi, je sais pas, j'ai grandi en Colombie, je suis venu en Belgique, mais j'ai baigné dans la culture hip-hop, qui est une culture, contre-culture américaine. Et les films et tout ça, donc on est imbibé de cette culture, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas y échapper. Et donc, moi, je pense qu'au lieu de critiquer, de pointer du doigt une certaine façon de vivre ou une façon de penser qui est la pensée américaine, qui, moi, je pense qu'il est la même que la nôtre. Il y a juste que nous, on amène un truc plus intellectuel vu de notre héritage qui est là, je sais pas, 2000 ans ici en Belgique. Eux, ça fait 200-300 ans, mais il y a un côté jeune qui est, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, plus adolescent, même dans un pays lui-même. Donc je pense qu'il est plus logique de penser à faire des changements là-bas que de faire des changements ici. Ici, je pense que tout est décidé ou... Tout est déjà un peu sous... Enfin, je pense qu'il y a eu la laïcité en 1905, il y a des trucs aussi, des changements, mais il n'y a pas vraiment de changements. Nous sommes dans la continuité en fait ici. Oui, je pense que les États-Unis sont juste plus maladroits dans leur politique extérieure, ça fait qu'on se retrouve à les pointer du doigt, mais je pense que ici on fait exactement la même chose. Exactement. Tu as ressenti la même chose en Asie? L'Asie, je sais pas, parce que déjà les gens sont beaucoup plus respectueux en général, je pense. Pas partout, pas dans tout cas. Pas par exemple par rapport aux femmes, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais il y a une notion de respect qu'il n'y a pas du tout ici. Ici, là-bas, tu peux te promener en Asie n'importe où. Du Cambodge au Vietnam, à Hong Kong, en Inde, partout, sans avoir cette peur de quelqu'un vienne te demander quelque chose ou prendre profit de toi. Tu peux faire abstraction de tout ça et marcher tranquillement. Et c'est un sentiment qu'ici en Belgique, enfin moi en Colombie, ça n'existait pas du tout. Alors ici non plus, ici même dans les grosses capitales comme Paris ou quoi, c'est tendu, tu vas dans le métro, t'as que des sales regards tout le temps, non-stop. Et c'est une espèce de... Et on s'habitue à ce climat de méfiance, voilà, et ça, il n'y a pas en Asie. Donc, je pense qu'ils ont ils ont des plus socialement en tant que structure. Je pense que ça a été en Chine aussi. Je pense que les gens, il y a ici une espèce de, moi j'appelle ça une propagande contre la Chine. Quand tu vas en Chine, tu vois pas ça. Oui, non, oui, effectivement, c'est un pays communiste avec tenu en main de fer, mais je pense que c'est absurde de venir avec un pays de 10 millions d'habitants comme la Belgique, mais aller critiquer des gens qui sont en train de gérer 1 milliard de personnes, ou plus. Donc ça n'a aucun sens. Tu as parlé, en tout cas la soirée où je t'ai vu, de faire ce qu'on aime, de suivre sa passion. Ça, c'est un élément dont tu as parlé. Et puis tu as parlé aussi du monde en fait, qui est ouvert, avec les technologies, la multimédia et tout ça. Et tu as parlé aussi
dire, de la réalité en fait. Par exemple, quand tu parlais des jeux vidéo, des jeunes qui font des jeux vidéo et qu'on croit que c'est pour perdre du temps, par exemple, Oui, le rapport de ces gestions de technologie, de gestion de la passion, par rapport à l'homme-machine quelque part aussi, et bah, l'homme et l'homme. je pense qu'Internet est le dernier bastion de liberté d'information dans le monde, tout simplement. Enfin, le problème, c'est que quand on rentre dans ce genre de conversation, on est vite pointé de. Enfin, j'aime pas aller là-dedans parce que il suffit juste de faire un minimum de recherche pour savoir qui sont les gens derrière les plus gros journaux. La presse aux États-Unis est maintenant réduite à. Bon, les banques sont réduites à 5 grosses banques aux États-Unis, la presse il était 5 grandes, maintenant ils sont moins d'une dizaine. Donc tout Se centralise. oui, et donc l'information qu'on reçoit dans notre quotidien, j'y crois pas trop, quoi, en fait. J'y crois pas trop. Il suffit juste de passer dans. Il suffit juste de prendre un journal chinois, regarder un journal russe, un journal américain, un journal européen, tu compares les informations, il n'y a rien qui peut coïncider. Et ça dans ta vie d'entrepreneur, enfin de graffeur, d'artiste, c'est quelque chose qui te concerne ou tu te sens Bah, je pense que c'est un truc qui devrait. Enfin, ça concerne, je pense, tout le monde parce que on est dans les premières fois dans une période de l'humanité où on peut en fait tous communiquer en même temps, en temps réel. Peu importe dans l'endroit où tu es sur place, peu importe ton héritage, ta religion, on fait abstraction de tout ça. Et nous, déjà, quand on a commencé à faire du graffiti, on était dans un. Enfin, c'était un truc un peu débile quand on a commencé, sur le mouvement hip-hop, etc. Mais on était super ouvert envers toutes les cultures. On ne s'est jamais. Une notion de racisme était déjà un truc super débile. Par contre, on pratiquait d'autres types de racisme. On était super homophobe ou traitait les femmes comme rien. Mais donc, c'est des trucs qui ont été véhiculés et qui ont été déformés et qui ont fait que, par exemple, la culture hip-hop, ce qu'on en voit maintenant, c'est la merde. À 90% près. Jabbar, je reviens un petit peu sur ce que tu disais auparavant. Justement, tu parles de toute cette vision que tu as de l'international, du monde. Tu as beaucoup voyagé, tu viens aussi d'un pays étranger, tu as vraiment partagé beaucoup de cultures. Par rapport à ça, tu as parlé aussi de l'importance de l'amitié. Et je terminerai peut-être par cette dernière question. Tu parles maintenant de cette interconnectivité, de l'importance de l'humain. Comment est-ce que toi, tu fais par rapport à rester en contact, utiliser peut-être les nouveaux médias pour justement créer des opportunités de collaboration. Tu es quand même certainement en contact avec toute une série de gens à l'international. Donc comment est-ce que toi tu fais ça? Bah, je pense qu'il n'y en a pas 10 000 des outils, enfin les réseaux sociaux. Bah, il y a Facebook, Twitter, je comprends rien du tout à ça. Twitter, t'es pas... Non, je comprends pas très bien. Donc tu es sur Facebook, toi? Moi, ouais. Oui, sur Facebook, mais c'est un truc. Je sais que je sais que c'est pas. Enfin, je sais que qu'il y a de l'information qu'on peut pas parler via Facebook. Il y a des trucs qu'on peut pas parler. On ne peut pas utiliser ce channel-là pour véhiculer leur information, je pense. C'est ton expérience à toi? C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que dès qu'il y a des gens qui commencent à poster des trucs qui remettent en question la réalité telle qu'on la propose maintenant, ils se font couper. Et ça m'est arrivé, donc il y a des trucs que tu es devenu plus prudent. Oui, par rapport à ça, donc c'est plus un moyen ok, je fais l'expo, voilà, oui, je vais aller voyager là-bas, on se voit là-bas, enfin, plus pour un truc, mais pour avoir des conversations, je préfère voir les gens directement et discuter. Est-ce que les réseaux te permettent de rencontrer des gens? Oui, oui, bien sûr. Donc c'est quand même du concret pour toi, l'utilisation des réseaux? Bah, c'est surtout rester en contact, je pense, parce que rencontrer les gens, je pense c'est avant tout aller sur place. Et, parler, échanger. C'est en marchant, tu rencontres pas des gens virtuellement en fait. Ouais. Enfin, tu les rencontres, mais après le pas suivant, c'est les rencontrer.
J'avais fait. des étudiants, ils me disaient combien d'habitants? Je dis, oh, j'en ai plein. Combien t'en as déjà vu en vrai? C'est Saint-Père-Breton. Ouais. Il y a des étudiants qui sont pas Breton, donc ils vivent dans un monde virtuel et ça, je trouve ça c'est un peu dangereux. Je dis non. Donc, Ça reste quand même la dimension humaine d'abord. Pour toi, c'est un outil, mais c'est pas une finalité. Quoi. Oui, non, tu dois. En vrai, c'est mieux. En vrai, c'est mieux. C'est un bon mot de la fin, ça. Ben, Djaba, je vais te remercier pour ce partage très riche de tes expériences. Et puis voilà, on va te souhaiter bonne chance. Il faut savoir que tu es actuellement en exposition de tes œuvres. J'ai juste mis deux dessins. Voilà. C'est ici, c'est le centre Saint-Michel, c'est ça? C'est l'espace Saint-Michel? C'est à l'îlot Saint-Michel, c'est juste en face de la FNAC à Liège. Donc si vous avez, ceux qui nous écoutent ont envie de venir voir un petit peu ton travail, te rencontrer peut-être aussi, ben voilà, ils sont bienvenus. Je suis là, tu exposes jusque quand? C'est jusqu'au 24. Voilà, jusqu'au 24. Donc on a encore le temps de se déplacer et de venir te voir. Ok. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Voilà, et bonne chance pour la suite. Ok, je pense que... À tout grand merci. Bah non, c'est à toi.